Tous, c'est l'Omniscient, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un Mon Avis Sûr qui sera aujourd'hui centré sur Andrew Bennett et l'œil de Kamimba. Comme d'habitude, si vous n'avez pas vu la web-série, ne regardez pas cette vidéo. Si vous voulez continuer, je considère que vous avez vu la fiction ou que vous en fichez d'être spoilé. Aussi, comme l'indique le titre du format, tout cela ne relève que de mon avis, qui n'est pas objectif et évidemment ne le sera jamais. Allez, tout ceci ayant été dit, on peut commencer. Andrew Bennett et l'œil de Kamimba est une web-série produite par la société Sound Life Prod, écrite par Superflame et réalisée par Kevin Payet. On s'attardera sur le cast tout au long de la vidéo, mais on peut noter que Superflame incarne Andrew Bennett et que c'est Frédéric Percher qui incarnera l'officier Hobbs, deuxième personnage principal de la série. Elle a été financée via une campagne de crowdfunding Ulule qui a eu lieu du 8 juin 2018 au 28 juillet de la même année. Je dis financé, mais c'était pas gagné. En effet, au début, le Ulule plafonnait à 25 000 € sur un objectif de 50, puis le partenaire Traiteur Grand est arrivé, a décidé de donner 1 € pour chaque euro que vous donniez. Exemple, 50 € de votre poche, 50 € de la leur. C'est ainsi que les 25 000 autres euros furent donnés par le traiteur qui permit à la cagnotte d'atteindre son objectif. A côté, la série bénéficiera aussi de l'aide du CNC et de l'ADAMI. Il devait à l'origine recevoir également une de la région Occitanie qui a choisi de se désister au dernier moment, ce qui causait un énorme trou dans la comptabilité de la boîte de prod. Trou qui sera complété par les investissements personnels de ses dirigeants, Frédéric Percher et Kevin Payet. Cela entraînera d'ailleurs la fermeture de l'entreprise et l'impossibilité pour les contributeurs d'obtenir leur contrepartie physique. Crowdfunding bouclé, la série sera tournée en août, partira ensuite en post-production, puis sera diffusée en décembre 2018 à raison d'un épisode tous les 2 jours, une sorte de calendrier de cette année. Elle compte 10 épisodes de 10 à 14 minutes et l'intégrale est d'une durée d'environ 1h30. Il y aura encore beaucoup à dire sur le crowdfunding, les équipes de tournage, l'activité des CF durant cette période, mais tout ça fera l'objet d'une autre vidéo, un jour ou l'autre. Dites-moi en commentaire si celle-ci vous intéresserait. La série fut plutôt bien accueillie, puisqu'aujourd'hui chaque épisode comptabilise 65 000 vues au minimum, avec 150 sur le premier et 70 sur le dernier. Elle fut aussi génératrice de nombreuses initiatives communautaires, dont, tiens donc, un wiki Andrew Bennett qui a plus tard fusionné avec le wiki du SSU. La série en France est disponible sur YouTube, à l'étranger cela dépend des pays et de si ces derniers ont trouvé un diffuseur ou non. Shout out à nos amis belges qui sont dans l'incapacité de visionner la série. La diffusion internationale a d'ailleurs donné lieu à de petites pépites, dont voici quelques extraits. Как вы, должно быть, догадались, владелец двери – это я. Вы правы, Беннет. Траура без мести не бывает. Укрытие! Мерзавец что-то знает! Он играется с нами! Спокойно, инспектор! Они не остановятся. Я хочу вам помочь. Меня зовут Эндрю Беннет. On peut néanmoins imaginer que lorsque Tellington Video sera lancé, la série s'y trouvera. L'inspecteur Hobbs piétine depuis plusieurs semaines sur des meurtres en série de SDF. En plus d'être froidement abattus, les victimes se voient privées de leur œil gauche, retiré de manière chirurgicale. À la confusion de la police s'ajoute la venue d'un homme, un certain Andrew Bennett, qui débarque au beau milieu d'un chantier avec une porte indestructible que lui seul peut ouvrir. Bennett n'est pas là par hasard, il est sur la piste d'un livre interdit, un ouvrage contenant le protocole d'un rituel permettant l'obtention d'un œil au pouvoir dévastateur qui ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. La première chose qui saute aux yeux des connaisseurs du SSU, ou du moins de sa première œuvre canon, le calendrier d'avant la fin des temps, c'est que la web-série y ressemble beaucoup. En effet, on peut noter un bon nombre de similitudes entre les deux productions. La première, c'est évidemment la série de meurtres. À son début, comme dans le calendrier, elle vise des SDF et sans proches. Comme le calendrier tout du long cette fois-ci, elle présente une caractéristique physique dans sa réalisation, l'œil gauche étant méthodiquement retiré. C'est d'ailleurs drôle de voir que pareillement aux têtes retirées du calendrier, même si la cause n'est pas la même, les yeux le sont de manière précise et non bestiale. Pour continuer dans les similitudes, on peut également constater que les personnages se ressemblent beaucoup. Commissaire Brecka et Commissaire Marlin, deux commissaires fricotant avec la presse et n'ayant que très peu d'éthique professionnelle, Bloom et Hobbs, deux inspecteurs droits dans leurs bottes dont la famille se fera viser, l'un la gardera, l'autre non.
Schwartz qui n'est pas sans rappeler Tartin, présentant même une scène quasi identique quant au coup des messages téléphoniques et de la petite copine. Ruben peut également faire penser à Schwartz, mais cette fois-ci du calendrier, notamment par sa mort ou presque mort due au méchant officier. Elisa Meunier trouve également un équivalent, portant le même nom et ayant la même profession avec Samantha, qui est d'ailleurs probablement de sa famille. Stanislas Brown n'est pas sans rappeler Nicolas Boglov par les traits d'homme de l'Est. En revanche, les deux hommes se distinguent de par leur motivation. L'un veut contrôler le monde, l'autre veut attirer l'attention d'Andrew pour lui prendre sa porte. Andrew justement, lui aussi se ressemblera. Bien que Superflame ne lui ait pas fait sa si remarquable voix par contrainte physique, on reconnaît aisément à son sens de la justice, du dévouement et ses accoutrements ce bon vieux Bennett. Mais on peut aussi reconnaître ses agissements du calendrier dans la fiction. Il refuse de coopérer avec la police, puis finit par se lier d'amitié avec l'inspecteur du coin, il cherche un meilleur exemplaire du livre qu'il possède pour mieux comprendre le danger qu'il encourt, etc. Il y a probablement d'autres points que j'ai oubliés, mais comme vous pouvez le constater, beaucoup de choses se ressemblent. Pour autant, est-ce un point négatif ? Eh bien je dirais que non. Déjà, il faut resituer le contexte d'écriture. SF sort du calendrier et des démons d'Hugo. Il commence le format Super Flame Story, c'est indirectement le succès du calendrier qui permettra à la web-série de voir le jour, on a déjà là une première influence. Puis il faut comprendre Super Flame. Il compte ramasser une importante somme d'argent pour financer cette série. Sans même savoir qu'il rencontrera par la suite des difficultés de production, il doit garantir un minimum de succès à la création pour que cette dernière soit, le moins à perte, neutre si possible. Ainsi, quoi de mieux que de réutiliser une recette qui a déjà bien marché, que ce soit en termes de qualité d'histoire ou de rétention d'audience. Je comprends ce point de vue que je ne trouve pas déconnant. Pondre un scénario différent aurait été certes plus intéressant pour nous, mais plus à risque pour eux. Et malheureusement, l'investissement de 3 francs 6 sous pour le calendrier n'est pas la centaine de milliers d'euros d'Andrew Bennett, les enjeux n'étaient pas les mêmes. Pour autant, ça ne dessert pas complètement la web-série. Je trouve même que c'est une des meilleures productions du SSU et qu'elle fait une excellente porte d'entrée à l'univers. Je ignorais encore que ça se passe dans le style polar fantastique, comme le calendrier, un mouvement dans lequel Superflame sait s'exprimer à merveille, comme le registre géopolitique ou biopic d'ailleurs. L'avantage qu'a bénéficié Andrew Bennett, c'est que certes la base était sensiblement similaire au calendrier, mais de choses différaient, les auteurs et le médium. C'est con, mais déjà passer de l'audio à la vidéo, surtout que c'était la première fois, ça ajoute un sang neuf au tout qui, même si c'était une adaptation par exemple, aurait donné un intérêt propre à la web-série. Mais ce qui aide aussi, c'est que les auteurs n'étaient pas les mêmes. En effet, là où pour le calendrier Superflame était seul à l'écriture, ici il était accompagné de Kevin Payet et me semble-t-il l'acteur de Hobbs. Et ça change tout. Si Superflame avait écrit ce script seul, ça aurait plus foiré car un auteur qui écrit 2 fois la même histoire, ça ne marche généralement pas. Mais là, ils étaient 2, voire 3 à écrire avec d'autres points de vue, et ça a permis de varier les styles de narration, de dialogue et de développement d'intrigue pour amener un scénario A qui était celui du calendrier vers un scénario B qui est celui d'Andrew Bennett. On peut terminer en ajoutant qu'en plus la série ne fait pas que reprendre des bases similaires, mais en pose également pour la suite. Que ce soit la sienne avec, on l'espère, même si ça n'arrivera probablement jamais, une saison 2, et même celle du SSU avec par exemple le Dr Wagner, qui inspirera probablement le Dr Sattler, apparaissant dès Pic-au-Vent, le calendrier d'après. On a parlé de comment le calendrier a influencé l'écriture pour amener la série vers ce scénario B, comme Bennett, mais justement, parlons-en de ce scénario. Je le trouve extrêmement bien écrit. Tout s'enchaîne bien, sans perdre de temps, je n'ai pas l'impression que la web-série se perd dans des sous-intrigues qui n'auraient pas le temps de se développer. On veut introduire des personnages qu'elle n'aurait pas le temps d'utiliser. La force de la série se situe dans le temps qu'elle dispose. 10 épisodes de 10 minutes, ça ne donne que peu de temps pour dérouler, alors il fallait composer avec. Ça passe par mettre en place, dès l'épisode 1, l'intrigue, en calant la série de meurtres étranges, l'élément de trahison choc via Schwartz et le protagoniste extravagant via Andrew Bennett. Il fallait également donner à chaque épisode, ou à ce que je considère comme le double épisode final, une mission pour faire progresser l'enquête, l'intrigue. Que chaque épisode fasse avancer d'un 10e la série, car sur ce genre de production, avancer par bloc aurait trop desservi la qualité globale, proposant des épisodes pauvres en contenu et d'autres trop riches, pour on le rappelle, 10 minutes seulement. Ainsi, il y a un balai d'événements qui s'enchaînent mais qui se répondent tous les uns les autres et qui donnent limite cette impression d'entrer dans une montagne russe, allant à toute vitesse à travers le scénario. Sans doute qu'avec du budget en plus, la web-série aurait une vraie allure d'histoire, là où la forme actuelle donne l'impression que ce n'est que la bande-annonce d'une intrigue plus complexe. Pour autant, grâce à des scènes marquantes et des personnages à grosse aspérité, on pose tout de suite le regard sur un produit qui ne nous donne pas le vertige à vouloir en faire trop en peu de temps. Des scènes marquantes justement, je pourrais en citer une par épisode, mais je vais en relever 2 assez connues pour leur rendre hommage. Le plan séquence de l'épisode 3. Que ce soit la qualité technique du plan qui est parfaite, ou la qualité de jeu qui se vend de la même manière, cette scène est pour moi la meilleure de la série. D'un point de vue personnage, elle montre jusqu'où Ilgram est prêt à aller pour atteindre les objectifs qu'on lui a fixés, mais surtout à quel point ça lui plaît. Je pense que cette scène et celle du meurtre de la femme enceinte d'Hobbs aident à finir pourquoi on ne peut pas ressentir de compassion envers lui dans l'épisode 9, quand sa vie s'écroule d'un point de vue amoureux comme physique, tout simplement car ce taré, il l'est, justement. D'ailleurs, il faut saluer David Vigroux qui a fait un taf incroyable sur toute la saison, pour moi c'était clairement le MVP de la série, et je citerai en complément pour honorer son jeu la scène du réveil à l'épisode 9 qui est vraiment hors norme.
La réaction d'Hobbs à l'hôpital, épisode 6. Enfin, elle est tellement bien à transcrire en si peu de mots la douleur qu'est censé ressentir le personnage, c'est l'apogée du show don't tell et c'est uniquement possible grâce à la performance stratosphérique de Frédéric Perchet. Sur sa réalisation, la scène est sobre mais l'acting est tellement fort qu'il n'en fallait pas plus. Et puis je parlais de personnages à forte aspérité, on peut en citer deux autres, Ruben et Brown. Ruben d'abord est le cliché du gars idiot mais attachant. Il comprend pas ce qu'on lui dit ou ce que les autres font, il fait des choses que personne ne capte, il se vante de succès déjà acquis par ses pairs ou complètement illogique. Pour autant, il est profondément gentil et prend beaucoup de précautions avec les autres. Il est également proche de sa maman et ça aussi, ça lui donne un côté attachant. Le plus beau dans ce personnage, c'est lorsqu'il rencontre que Schwartz l'a trahi. C'est une tristesse de voir qu'il a placé dans son collègue une confiance quasi digne d'une amitié, alors même que cette dernière était déjà vache, pour au final le voir briser leur lien. Et puis Brown, qui est intéressant car même s'il ne présente pas de motivation ni de scrupules, il semble montrer une sorte d'éthique dans son genre en ne choisissant que des gens isolés et en perdition. La seule fois où il se retrouve contraint d'enfreindre son éthique, c'est lorsqu'il a besoin d'un œil vert et qu'il prend celui de Mathilde Hobbs. Il est presque désolé. Pour autant, c'est pressé par ses envies qu'il fait ce choix, ce qui montre bien un côté pervers de sa personnalité. De plus, le fait qu'il ait visiblement fondé une banque pour financer ses activités démontre un côté calculateur, ce qui renforce sa perversité. D'ailleurs, côté banque, je regretterais qu'il n'y ait pas eu une scène en plus avec le couple Hobbs, ça aurait permis une profondeur plus importante dans la mort de Mathilde, et tant qu'on en est au regret, je trouve paradoxalement que Brown est le personnage qui a eu le plus mauvais traitement parmi tous, j'aurais aimé le voir encore plus présent et mieux comprendre ses intérêts. Je suppose que le temps a joué, il fallait un Manitou distant et un méchant plus palpable avec Jonathan. Petite mention à Alias, que je trouve très stylé dans cette adaptation. Je sais que pour beaucoup, il ne représente pas vraiment le Alias militaire badass. En effet, avec sa tête de retraité, là, non mais oh. Mais il représente par contre indéniablement le Alias du calendrier, que je préférais personnellement d'un point de vue aura. On sait que t'as déjà dessiné Alias sous la douche, Génard. Oui. Pour cette section, n'étant pas fin connaisseur en la matière, j'ai décidé de faire appel à un membre de la communauté pour en parler davantage, Chilou. Avant qu'il ne vous donne son avis, je voulais exhaustivement vous parler de quelques points. Le générique, qui est splendide et qui je trouve se place aussi bien face à un Démon d'Hugo ou Carol of the Bells, que ce soit d'un point de vue audio donc, ou même vidéo si on prend en compte la dernière version du générique des calendriers. De plus, il introduit le mystère autour des lettres D-A-M-O-C-L-E-S qui ensemble donnent Damoclès, un surnom que donnera Brown à Bennett concernant la personne qui l'a introduit à ce dernier. Un mystère encore aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est Boglov, je pense que ça pourrait être quelqu'un d'autre, même si de toute façon je pense qu'on n'en aura jamais la réponse. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé cette idée ingénieuse et bienvenue dans l'univers. Je trouve la photographie particulièrement réussie et on peut saluer le directeur Paul Roland pour son boulot. Pour le budget qu'avait la web-série, les fixes sont plutôt propres et prenants, que ce soit les effets pratiques ou vidéo, ça rend bien et je suis content qu'un certain nombre d'éléments aient été conçus pour la série, comme le bureau ou le livre. On peut les acheter où ? Allez, ceci ayant été dit, je laisse la parole à Chilou. Bonjour à tous, merci l'Omniscient pour me donner la parole sur ta chaîne. C'est un plaisir de pouvoir le faire. Même si le scénario est assez similaire au calendrier pour les raisons qu'ils ont été évoquées, il reste tout de même assez différent. En même temps, ça aurait coûté la peau du cul en effets spéciaux. Mais aussi car on retrouve plusieurs variations dans l'écriture, notamment via son aspect plus tragique, avec la mort de la femme de Hobbs, ou bien l'assassinat d'une famille au complet, y compris la mort de la petite fille. Même si oui, dans les grandes lignes ça reste assez similaire, on nous a même refait le coup du bras droit qui trahit son chef, ainsi que l'inspecteur qui joue contre la police. J'ai néanmoins une déception, c'est que Stanislas soit montré beaucoup trop vite, comme étant le grand méchant. Ça retire l'aspect policier que j'aurais voulu voir tout au long de la série, mais aussi j'aurais voulu que la série installe un peu plus de tension. À chaque fois qu'une tension était installée, ça durait souvent qu'un seul épisode. Par exemple, comme l'a dit l'Omniscient précédemment, en rajoutant des scènes entre Stanislas et la famille Hobbs, ainsi que Schwartz, révélé comme étant louche dès le début, sans vraiment installer de tension tout le long de la série. Ceci étant dit, je vais parler à présent de l'aspect technique. La série est tournée en cinémascope, correspondant à un format 2.35. Il s'agit d'un format très démocratisé aujourd'hui, qu'utilisent certains gros films, ou alors Netflix pour ses séries, permettant d'avoir une longueur 2 fois plus grande que la largeur. Ce format a été démocratisé dans les grandes salles pour lutter contre la télévision, qui avait un format beaucoup plus serré. La série commence avec l'introduction d'une simple porte, sur un plan d'ensemble permettant de visualiser qu'il n'y a que cette porte, et rien d'autre autour. De plus, le plan est très symétrique, donnant un aspect presque divin et de force à l'objet. On peut également rajouter les lignes de force verticales qui vont donner beaucoup plus de puissance. Comme on peut l'apprendre dans le making-of, la porte était présente pour la série et était présente sur le tournage, tenue par un dispositif, ce qui facilite la suppression au montage, car le bleu fait partie des couleurs les moins présentes dans le pigment de la peau humaine, comme le vert. De plus, derrière la porte se trouve un fond bleu pour faire de l'incrustation, et ainsi afficher l'intérieur de la porte. Les coups de feu sur la porte sont quant à eux faits en post-prod. Et fun fact, le dispositif était très casse-gueule, rarement stable, il fallait donc être très minutieux dans la manipulation de la porte. C'est Thibaut Sartre qui s'est chargé des VFX, et il en a chié pour la porte en prenant la référence dans plusieurs angles de vue, couleurs différentes, à ajouter de la texture de bois sur le logiciel, ainsi que faire l'animation de disparition et d'apparition de la porte.
Donc bravo à lui pour ce travail. À certains moments, la porte n'était pas présente lors du tournage. C'est par exemple le cas dans les derniers épisodes, lorsqu'Andrew est à l'extérieur, filmé en plongée pour montrer qu'il est à la merci des antagonistes, et qu'il se fait tirer dessus d'en haut. La porte apparaît pour le protéger. Si elle n'était pas présente, c'est pour la simple et unique raison que si on la retire en post-prod, on n'aurait pas vu Andrew courir derrière. C'était donc plus simple de la rajouter pour cette fois, car en général, c'est plus simple dans les films de retirer que de rajouter quelque chose en post-prod. L'intérieur de la porte est un décor construit en studio, dans une école privée d'audiovisuel à Montpellier, afin de faciliter la prise de vue et le recul, des morceaux de murs et d'étagères sont démontables, et des trappes sont cachées. La série présente de nombreuses scènes d'action, notamment dans les derniers épisodes, il y avait la nécessité d'avoir Juan, un coordinateur cascade, donnant les indications cascade, dire ce qui est possible de faire et comment le faire en toute sécurité pour que les cascadeurs soient dans les meilleures conditions, mais aussi pour pas que ce soit le bordel à la caméra. Par ailleurs, je tiens à saluer la performance de Fred, qui est l'acteur de Hobbs, lorsque sa femme meurt. C'est poignant et touchant, tellement si réaliste et qu'il s'est donné à fond. L'acteur allait s'isoler pour être dans le bon état émotionnel pour cette scène. Romain House, oui, House, comme les docteurs, était maquilleur sur le film. C'est donc lui qui a fait les personnages énuclés, le faux sang, ou bien certains accessoires comme les faux yeux. Je vous rassure, ce sont bien des faux yeux, ils n'ont pas réellement énuclé leurs comédiens, et heureusement parce que gros risque de procès et ça aurait coûté très très cher. Cependant, lorsque l'antiquaire, Monsieur Douffet, se fait tirer dessus dans la tête, il aurait dû avoir une prothèse, elle a été faite par Romain pendant des heures, mais il a fait une crise d'allergie de cette prothèse, l'équipe a donc dû trouver une solution, qui était mettre du faux sang sur le sol. Malheureusement, les aléas du tournage ça arrive. Mais pour rendre hommage au travail fait, Thibaut, la personne chargée des VFX, a décidé de réutiliser des photos de la prothèse pour les intégrer sur l'acteur. Lomini a un peu parlé du générique plus tôt, et j'aimerais revenir dessus justement car moi aussi je le trouve magnifique, avec tous ces détails cachés. Le fait de nous montrer les yeux et l'œil de Kamimba indique l'intrigue et montre l'importance des yeux, mais également interroge le spectateur. Je trouve très malin de voir que la présentation de l'auteur, Superflame, se fait grâce à une machine à écrire, et avant de commencer l'épisode, on rentre dans un livre, comme si on plongeait dans l'histoire, ainsi que l'atmosphère rouge-orange est très sombre, installant une tension et introduisant le cadre de la série. Comme autre scène, je trouve l'introduction d'Andrew très intéressante à analyser également. On commence avec de très gros plans sur ses yeux, afin de le rendre mystérieux, montrant sa concentration, et ne pas le voir entièrement tout de suite. Et peut-être que je suis analyse, mais ce n'est pas impossible et je trouve intéressant ce choix, en connaissant le thème de la série, lié aux yeux, afin de mettre dans l'ambiance et aussi le fait que ce soit de la magie, et il faut le voir pour le croire, donc avec ses yeux. Mais ça permet également de lier Andrew et l'antagoniste Stanislas, car la première chose d'Andrew que l'on voit est son œil, droit pour être exact, qui est le même œil énuclé que toutes les victimes, mais aussi il s'agit de l'œil que Stan va remplacer pour avoir l'œil de Kamimba. J'apprécie également tout particulièrement le plan séquence d'introduction de l'épisode 3. Il ajoute une tension parfaite à la scène, qui commençait pourtant dans la joie et la bonne humeur, et montre d'autant plus le côté sadique de Jonathan. David Vigroux nous offre une superbe interprétation. De plus, l'histoire qu'il raconte, est en parallèle avec la situation, le rend d'autant plus sadique et terrifiant. Le fait que ce soit un plan séquence, qu'on ne s'attarde pas sur les victimes, montre que pour Jonathan, c'est un lundi, tout ce qu'il y a de plus normal, en fait. Ce ne sont que des pions qu'il vient de tuer, comme il en a l'habitude, et des gens parmi tant d'autres. Ainsi que le dernier plan, la petite fille dans un huis clos, n'ayant aucun endroit où fuir, un surcadrage l'enfermant d'autant plus, et rajoutant un impact à sa mort, le flingue dirigé vers elle, et la lumière présente auparavant dans la scène, qui disparaît comme s'il n'y avait aucune lueur d'espoir. On peut également parler de motivation compositionnelle, qui est l'atmosphère où se passe une scène, comme si le décor, la météo, réagissent à ce qui se passe. C'est par exemple la pluie dans une scène tragique, comme dans Blade Runner de Ridley Scott sorti en 1982, ou bien le tonnerre qui gronde dans Le Chapeauté 2, la dernière quête de Joel Crawford, sorti en 2019, et ici, c'est la nuit donnant un aspect beaucoup plus dramatique, violent et terrifiant à la scène. En contradiction avec la découverte des cadavres par les flics à la fin, où on prend plus notre temps comme si les policiers trouvaient ça beaucoup plus violent et étaient touchés par ce qui vient de se passer. Chose que j'ai remarqué lors de mon visionnage est la manière dont est filmé Stanislas, ou plus précisément, la manière dont il est éclairé dans son QG. Il est éclairé en sidelight, éclairage latéral en français, c'est-à-dire une partie du visage éclairée et l'autre dans l'ombre. Ce procédé permet de montrer une face sombre au personnage, ainsi qu'une double identité, banquier le jour, tueur la nuit, mais aussi la lumière utilisée est une lueur orange, couleur de la magie dans la série, et éclaire le côté où se trouvera l'œil de Kamimba, annonciateur de la suite, que ça sera cette partie-là qui sera magique chez Stanislas. Et dernière séquence que j'ai adorée, c'est lorsque Hobbs pète un câble, et qu'il a envie de se suicider dans l'épisode 6. Entre la musique dramatique qui tire vers les larmes, ainsi que les angles de caméra choisis se concentrant essentiellement sur Hobbs, le son étouffé du médecin annonçant la mort de sa femme,
où on se concentre sur la réaction de Hobbs, mais également le non-respect de la règle des 180, qui est une règle fondamentale dans le cinéma, qui pour faire simple consiste à ne pas avoir plus de 180 degrés d'écart pour la prise de vue de deux plans qui se suivent, afin de ne pas perdre le spectateur. Ici, le non-respect de cette règle fondamentale donne un aspect plus tragique et montre qu'il est déboussolé, qu'il est perdu, comme le spectateur l'est via le choix des angles de caméra. L'utilisation de la caméra épaule faisant bouger la vidéo accentue le choc et l'horreur de la scène, ainsi que les nombreux changements d'angle de prise de vue qui créent de la tension. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et je relaisse la parole à l'omniscient. Pour finir, et pour comprendre ce que je dirais succinctement de la série en général, revenons à tout à l'heure où je disais que la série était un peu comme une bande-annonce. Je parlais de bande-annonce de sa propre production, mais on pourrait aussi parler de bande-annonce du SSU. Longtemps j'aurais dit que la meilleure façon d'entrer dans le SSU c'était le calendrier ou Pic au vent, mais finalement je trouve qu'Andrew Bennett réussira à mieux mélanger tout ce qui fait cet univers. Des enquêtes, de l'humain, du tragique, de la magie. Le côté géopolitique, biopic ou aventure actuellement développé en Negadia étant encore en cours de preuve, je ne le compte pas comme base. D'ailleurs on a bien vu avec Triste Blizzard, qui a quelque sorte relancé l'univers, que la base de l'enquête a été reprise. Ainsi, je conseillerais aujourd'hui Andrew Bennett comme fiction d'ouverture au SSU. Bien évidemment, il faut mettre de côté le médium qui n'est pas celui du reste de l'univers, mais je pense tout de même que ça peut être un bon pilote à montrer avant de recommander un calendrier ou un PAV. Et voilà, c'est tout pour cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me partager votre avis en commentaire, que ce soit sur celui de la web-série ou celui de la vidéo, les deux me plairont. Comme vous le savez, cette vidéo est la troisième de mon planning été, où je reviens en force avec de nombreux projets, mais celle-ci était la première des vidéos originales. J'avance les vidéos par paquet, alors vos suggestions ne seront peut-être pas vues tout de suite, mais vous remarquerez les changements au fur et à mesure que les vidéos sortiront, et j'essaierai d'en tenir un maximum rigueur. Je vous attends sur mon Discord pour crapahuter, vous avez mes news sur mon Twitter, et je vous rappelle qu'Ecubia est sorti depuis samedi dernier, vous pouvez y accéder depuis l'IP disponible en description. Les 4 chevaliers d'Apocalypse, like, abonnement, cloche pour les intéressés et partage pour les plus fous. Sur ce, je vous fais la bise bien baveuse, prochaine vidéo, reposte des démons d'Hugo, ciao.